Très heureux de vous retrouver, madame, monsieur, dans ce magazine Grands Enjeux qui aujourd'hui va essayer d'aborder une question transversale qui va au-delà de nos frontières parce qu'elle concerne aussi d'autres pays de l'Afrique, elle concerne la jeunesse. Nous recevons donc pour vous sur ce plateau Ludel Lebou qui est détenteur d'un bac en sciences informatiques et qui s'intéresse beaucoup aux questions de la jeunesse. Il dirige une ASBEL dénommée Jeunesse Libre Africaine, qui est une association qui vise l'unification de la jeunesse autour de l'idéal du développement global africain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Alors, vous vous intéressez à la jeunesse et à l'Afrique. Expliquez-nous d'abord pourquoi. Alors, mon intéressement vis-à-vis de la jeunesse et de l'Afrique, c'est parce que d'abord je suis africain, donc c'est mon continent. Également, je suis aussi jeune. Et voilà. Comme on dit, l'Afrique c'est un continent jeune, donc probablement l'avenir se tend vers la jeunesse. Et donc je pense qu'aujourd'hui, avoir une jeunesse assez axée sur le développement du continent sera un apport positif au fait pour l'émergence de l'Afrique, parce que c'est ce que le monde attend, voir un continent émergent ou bien un continent qui se développe dans toutes ses formes. Donc c'est la raison pour laquelle je m'intéresse personnellement à l'Afrique et je m'intéresse beaucoup plus à la jeunesse, parce que je pense que ce sont des personnes assez dynamiques et qui peuvent apporter un coup de pouce au développement du continent. Oui, mais ça fait quand même longtemps un moment que l'Afrique est jeune, pour ne pas singer Jeune Afrique, qui existe aussi comme magazine, comme canal médiatique depuis un bon bout de temps. Mais est-ce qu'on devrait aussi continuer de considérer l'Afrique comme une terre jeune? Aujourd'hui, elle est déjà complètement dépassée. Mais bon, les statistiques à date attestent que l'Afrique continue d'être le continent le plus jeune. C'est-à-dire quand on prend en termes de pourcentage, on a pratiquement une population jeune à plus de 60%. Ce qui justifie nettement le côté jeune encore de l'Afrique. C'est vrai que le continent, on parle de cette jeunesse, ça fait des années, mais au moins c'est que vous savez, dans chaque chose, il y a la notion du temps. C'est-à-dire que chaque révolution apporte également des nouvelles formes d'acteurs. Et vous allez vous rendre compte que la révolution actuelle, qui est donc le numérique, apporte beaucoup plus de talent en ce qui concerne l'innovation. Et qui dit une personne qui innove, c'est une personne qui a une mémoire assez fraîche, qui a la capacité au fait de réfléchir de manière assez totalement transparente. Et on observe cette transparence dans la réflexion des jeunes qui vont apporter au fait le pouce à cette jeunesse qui continue d'exister jusqu'à aujourd'hui. Et donc je pense que nous sommes encore un continent jeune et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui se voit et on a tendance à constater même ce changement au niveau de direction où les jeunes prennent un peu plus de parole pour pouvoir apporter leur dynamique, en fait. Voilà. Mais alors, la jeunesse évolue généralement dans un cadre qui est posé par des gens qui ne sont pas nécessairement jeunes et qui, la plupart du temps, formatent cette jeunesse et lui fait perdre parfois sa fraîcheur et donc peut-être la nouveauté qu'elle aurait dû amener. Exactement. C'est que, comme on dit, on prépare souvent la relève. C'est-à-dire que aujourd'hui jeune, demain on est plus jeune, on devient un peu plus âgé. Mais c'est comme je dis également, la jeunesse c'est un état d'esprit. En fait, ça dépend justement de comment on se sent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont là et qui, comment je peux dire ça, clochardisent des jeunes, au lieu de pouvoir les emmener vers le remplacement, c'est un choix. C'est un choix parce qu'ils décident tout simplement de garder ce qu'ils pensent être. Logiquement, si vous avez une tendance qui change, qui migre, vous allez voir que vous allez avoir une croissance. Dans quel sens je parle de croissance? Parce que plus une génération change, c'est tout ce qui a été nouveau pendant cette génération-là part et laisse la relève à une nouvelle génération. Ah donc, dans un sens linéaire, je dirais tout simplement que quand on parle d'état d'esprit,
Ça veut tout simplement dire que la personne qui est là peut être un peu plus âgée, mais si il reste d'actualité. Être d'actualité, c'est dans le sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous parlons de l'évolution numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne plus âgée qui a des compétences en numérique, qui a des compétences en tout ce qui est créativité, qui a encore le temps, qui a de l'énergie, qui a encore beaucoup plus le sens de leadership, cette personne-là peut encore être là, étant peut-être vieux, mais peut-être là encore en train de se comporter comme étant une jeunesse, une personne jeune. Parce qu'une personne jeune, c'est à qui on affecte toute la détermination, tout le sens de l'engagement, tout le sens de la réussite. Et quand on dit, généralement on dit, vous les jeunes, vous avez encore la capacité, la force, c'est parce qu'on sous-entend que ces personnes-là peuvent encore porter certaines formes d'engagement dans la société. Et donc, et jeune, celui qui a un état d'esprit qui peut être capable de pouvoir changer les choses, apporter une nouvelle dynamique. Oui, prenons le cas de la République démocratique du Congo. Dans quelle mesure est-ce que, pour vous, les jeunes Congolais peuvent se considérer comme étant la relève au niveau du pays, y compris peut-être aujourd'hui nous faisons une fixation sur le monde politique, mais il n'y a pas que, il y a aussi beaucoup d'autres domaines de la vie. Exactement. En fait, garder une fixation que sur le secteur politique, je pense que c'est l'une des erreurs que nous continuons de faire, parce que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, quand on les entend parler, ils veulent tous émerger dans le secteur de la politique. C'est vrai que c'est un secteur qui a une même mise sur l'évolution même du pays, parce que c'est à ce niveau-là les décisions sont prises, mais je pense qu'il y a plusieurs axes où les jeunes peuvent, au fait, porter la casquette des leaders pour pouvoir accompagner le pays à aller de l'avant. Vous avez le secteur de l'entrepreneuriat, vous avez le secteur religieux, vous avez le secteur de la culture, où on a besoin, en fait, de cette dynamique-là. Mais si nous devons parler, au fait, de notre environnement, de notre secteur, aujourd'hui, ce que nous attendons de la jeunesse, au fait, c'est leur sens d'engagement. Parce que le sens d'engagement est très prioritaire et très primordial, au fait, pour l'évolution d'une nation. Qu'on le veuille ou pas, une nation qui ne développe pas le sens d'engagement vis-à-vis des objectifs à atteindre, il est quasiment difficile de pouvoir émerger. Quand on parle d'objectifs, au fait, aujourd'hui, normalement, en tant que nation, nous devons définir nos priorités, parce que si les priorités ne sont pas clairement définies, c'est ce qui crée même le méli-mélo. En fait, on ne sait pas... Mais l'essence d'engagement, déjà pour en parler, il devrait être vécu ou décelé de la part de qui? Est-ce des jeunes ou est-ce que cet engagement provient de ceux qui ont le rôle d'organiser la vie dans la société? Alors, l'engagement peut intervenir de deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a un engagement qui peut être imposé, c'est-à-dire qui peut être décidé. Et il y a un engagement qui est une forme d'éducation qu'on a déjà dès son bas âge. Et alors, si je parle beaucoup plus de le sens, parce qu'à notre stade aujourd'hui, si on prend le cas de la RDC, je parlerai beaucoup plus d'un sens d'engagement qui doit être imposé. C'est-à-dire qu'à quel niveau on doit nous imposer l'engagement de pouvoir respecter les lois de notre nation, à quel niveau ils peuvent nous imposer l'engagement de pouvoir être patriotique. Vous voyez? Et ça, c'est un engagement qui doit relever au fait de l'autorité, qui est donc l'État, qui doit développer, au fait, qui doivent mettre en place des structures, des mécanismes pour pouvoir nous imposer cette forme d'engagement. Et l'autre engagement, c'est notamment pour des personnes qui ont subi, au fait, une forme d'éducation qui leur a toujours mis en avant. C'est-à-dire qu'ils se sont toujours portés garants. C'est des personnes qui aiment réussir, qui veulent aller de l'avant. Et donc, vous avez une panoplie des personnes qui sont comme ça aussi, qui existent, mais ça dépend. Mais je dirais, aujourd'hui, si je dois prendre en termes de pourcentage, je dirais que aujourd'hui encore, les notions de leadership sont rentrées, je peux dire, en RDC à partir des années 2014-2015. Ça, c'est vraiment les débuts quand on parlait maintenant des notions de leadership, de coaching, de mentorat. Moi, j'ai eu la chance d'être certifié en 2015. C'est parce que du biais de mon père. Mon père qui a suivi cette formation à l'étranger, il m'a dit « Ah non, j'ai suivi une formation sur le leadership et le sens de l'engagement, j'aimerais que tu participes. » Donc j'ai participé et j'ai été certifié à cette époque-là. Et donc, quand même je me suis lancé dans mon association pour pouvoir aider au fait les jeunes à devenir des jeunes qui ont un niveau de capacité d'engagement assez élevé, donc j'ai porté cette notion-là dans ma manière de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait, comme vous l'avez dit, sceller ce mécanisme-là. Mais je donnerai beaucoup plus de responsabilité à ceux qui ont l'autorité de faire respecter les lois. Parce que c'est eux, au fait, qui doivent, au fait,
qui peuvent nous imposer la manière de respirer les lois. Croyez-moi que dans une société, il est très difficile de dire aux gens que non, il aura la conscience. La conscience, soit si vous n'imposez pas à une personne d'être conscient, si cette personne n'est pas consciente, croyez-moi, toute sa vie ne le sera pas. La conscience ne pourra venir que sur base du respect des lois. Magnifique, magnifique. Oui, comme on dit, c'est généralement la peur du policier qui amène à respecter la loi. Exactement. Alors, mais dans cet environnement-là, parlant de la jeune, du jeune, est-ce que vous avez eu le temps de déceler ou discerner le regard du jeune Congolais? Quel est le regard que les jeunes Congolais portent sur sa société et comment est-ce qu'il se perçoit dans cet environnement? Aujourd'hui, je pense que on est tous conscients que le jeune Congolais se perçoit lui-même dans cet environnement de manière assez extravertie. C'est-à-dire que peu veulent devenir, ou bien peu veulent avancer, ou bien peu veulent porter la charge de la nation vers la positivité. Nombreux de ces jeunes-là pensent que partir, c'est l'idéal. Nombreux de ces jeunes-là pensent que le pays ne tiendra pas. Et quand vous entendez même dans leur raisonnement, c'est que mais je pense que c'est une illusion qui leur a été imposée. Ok. Je ne pense pas qu'ils sont nés avec ce désir-là de dire que notre pays ne va pas avancer ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est une illusion qui leur a été imposée. On leur a fait comprendre que ici, vous n'avez pas de chance de réussir. Et tendance, depuis un bon moment, je vois sur des réseaux sociaux un terme qu'on dit « pesa poto chance ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met en place pour que ces jeunes-là donnent à l'extérieur la chance de pouvoir évoluer. Et je ne dirais pas que ça soit de leur faute, mais parce que vis-à-vis d'un environnement qui vous donne l'impression de ne pas être contrôlé, vous donne l'impression de ne pas être respecté, nous vous donne l'impression que nos propres lois peuvent être bafouées, vous donne carrément l'impression qu'on se retrouve dans un Far West. Et si tu te dis, aujourd'hui, si j'ai l'opportunité de migrer, je le ferai. Alors que, si aujourd'hui, celui qui écrit des lois le respecte à la lettre, celui qui met en place des lois, lui-même, il est le porte-garant de ces lois, lui-même, il te démontre que je suis capable de le respecter, croyez-moi, sans forcer. Vous allez voir que la vision de ces jeunes-là va changer. Parce qu'en respectant les lois, sans trop faire d'efforts, le pays va se diriger vers une nouvelle direction. Et en respect de loi, ça veut dire tout simplement dire que des personnes comme nous, qui n'en ont pas des poteaux, comme on dit, nous pourrons aujourd'hui vouloir entreprendre, vouloir écrire nos ouvrages, et nous sommes sûrs que les gens vont pouvoir les acheter, ils vont pouvoir les lire. Donc les personnes qui sont dans l'activité informelle peuvent vouloir être formelles parce qu'ils se disent non, si on me demande de payer 2 $ là-bas, je ne payerai que 2 $, avec les taxes de l'État y compris. Il ne sera pas question pour moi de payer 2 $, mais avec un surplus de 4 $ dont je ne sais d'où ça vient. Oui, l'idée, sans vous interrompre, je signale que vous êtes aussi écrivain. Là, j'ai entre les mains l'une de vos publications, Les Réveils de la jeunesse africaine. Mais en vous entendre parler, on se croirait dans les meilleurs des mondes où la conscience, nous l'avons évoqué ici, c'est la chose la plus partagée. Or, cette conscience, elle est en déficit, y compris même dans les chefs de ceux qui doivent veiller à ce que l'État marche correctement. Alors, vous n'allez pas... maintenant, les jeunes sont dans un véritable dilemme. Est-ce qu'il faut casser les cadres pour faire un nouveau cadre? Ça, c'est qu'il leur soit profitable. Ça, c'est la révolution. Est-ce qu'il faut suivre ces cadres-là, mais qui, in fine, ne va pas leur profiter parce qu'il est déjà comme une sorte de moule au profit d'autres qu'eux-mêmes? Ah oui, ça c'est un point très important. Je pense que dans le passé, j'ai signé un
un petit article où j'ai parlé du changement de la classe politique de manière générale en Afrique. Et je pense que j'ai quand même souligné dans cet article-là les éléments essentiels quand on parle de changement de classe politique. Le changement de classe politique, comme vous avez dit tout à l'heure, peut être révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on décide de casser, on décide de mettre des nouvelles personnes. Et oui, mais moi je pense que le changement est graduel. Le changement est graduel, c'est qu'il faut qu'il y ait une relève. C'est-à-dire que quand on change, on apporte un changement pour pouvoir donner plus d'espoir à cette jeunesse-là, il faut que ça soit un changement graduel. D'abord, il faut donner la possibilité à ces jeunes-là qu'on change la capacité de s'exprimer. Et dans quelles conditions on les prend. Parce que quand vous avez dit tout à l'heure, on croirait être dans un monde meilleur et parfait. Oui, aujourd'hui, nous, on pense que ce monde-là n'est pas réel et parfait chez nous. Mais par exemple, chez les autres, il y a des personnes qui arrivent avec la méritocratie, des personnes qui se développent avec leurs compétences. Bon, chez nous, c'est encore un rêve, parce qu'on connaît un peu de quelle manière en Afrique ça se passe. C'est-à-dire que, ayant des compétences ou pas, on peut vous prendre, vous mettre là, et vous allez prendre des personnes qui ont assez de méritocratie plus bas que vous. Et donc, je pense que s'il faut qu'on arrive à une forme de révolution logique, je pense que c'est la meilleure des choses. Ça veut tout simplement dire ceci. C'est-à-dire qu'il faut, partons de notre situation, déceler quels sont nos objectifs, à quel niveau de management nous avons besoin de nouvelles formes de réflexion. Parce que, à en croire l'évolution du monde, quand je parle de révolution, c'est la clé même du changement. Si une nation ne s'adapte pas à une révolution, croyez-moi que cette révolution viendra piétiner sur la nation. Et quand on parle d'une révolution, il faut mettre en phase des personnes qui sont habiles de pouvoir s'adapter. Une révolution, ça peut prendre 10 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans même, juste pour pouvoir faire asseoir une révolution. Et pendant cette révolution, il y a des personnes qui étaient jeunes aujourd'hui, qui sont adaptées, demain deviendront vieux et donneront la relève à d'autres personnes. Donc il est très important de pouvoir regarder quelles sont nos priorités dans ce sens-là. Aujourd'hui, on ne peut pas décider, en Afrique par exemple, où on a des gouvernements à près de 63 des ministres, des fois 30, des fois 50. Mais la question est de savoir quelle est la productivité de tous ces ministères. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, la plupart des pays, il y a des ministères qui existent juste parce qu'ils sont dans une charte et qu'il faut nommer. Mais quelle est leur part de responsabilité? Quelle est leur contribution en réalité? C'est juste un budget de l'État qui est affecté à ces ministères-là pour des biens dont on ne connaît pas. Je vais prendre par exemple un État très simple. Je pense que c'est une mauvaise manière de faire des choses en RDC. On a fait comprendre à la jeunesse congolaise que les richesses que nous avons sont seulement des minerais. En fait, c'est ce qu'on nous a exposé. Et tellement qu'on nous a exposé que nos richesses restent les minerais, et pour être dans les minerais, forcément, il faut être en politique. Et là, ça clochardisait toute une génération. Oui, aujourd'hui, il y a, je pense qu'une bonne partie de la jeunesse congolaise ne jure que par l'activité politique, qui est comme un raccourci pour l'épanouissement d'abord matériel. Bon, hélas. Mais dans le même temps, on constate que cette jeunesse dont vous voulez, dont vous scandez les réveils, n'est pas toujours au point. Je parle du Congo, mais de la RDC, mais je crois que cela est valable pour une bonne partie des pays africains. Cette jeunesse n'est pas toujours au point dans la mesure où son cursus a été formaté par une éducation, un système imposé. Dans notre cas, nous avons une formation élitiste au point que nous manquons beaucoup de gens de métier, par exemple. Mais en même temps, lorsque vous rentrez dans cette formation, vous vous rendez compte que aujourd'hui nous sommes beaucoup plus une formation, une éducation des titres. Il y a beaucoup de diplômés en CCI, mais en vrai, ces titres ne correspondent pas au savoir qu'ils ont. Et du coup, ces jeunes
sont disqualifiés ou se disqualifient aussi parce que ils ont pris goût au jeu, à la facilité d'obtenir juste un titre sans nécessairement avoir la connaissance qui va avec. Et donc, ils se disqualifient, ils se mettent en marge et la fracture s'élargit de plus en plus aujourd'hui et généralement, elle est au bénéfice d'autres jeunes qui sont toujours dans ce même pays, mais qui profitent du fait que la majorité de la jeunesse n'a pas la formation, n'a pas la qualification, et donc c'est eux que vous allez voir, ça va se passer un peu de père en fils. Il a été à tel poste, son fils sera à tel autre poste, et le petit-fils sera à tel autre poste, et ça forme une sorte de caste, ce qui est quand même nocif au sens même de la République. Exactement, ça c'est même le constat fait en Afrique. Hein. C'est en Afrique dans sa généralité, même à date, il y a encore certains pays où les successeurs sont déjà prononcés, qui sont les fils à papa, et etc. Je pense que en ce qui concerne d'abord notre système éducatif, il faut qu'on arrive à s'adapter. C'est-à-dire que parler d'une forme de réforme, c'est important de parler d'une forme de réforme, mais je pense qu'aujourd'hui également, il y a la possibilité de s'auto-former. Okay. Et l'auto-formation peut venir au fait des engagements que l'on peut avoir. On peut se décider de se doter soi-même des compétences, des capacités de pouvoir affronter certaines réalités. En attendant que vous continuez, j'ai comme l'impression que vous pensez que chacun peut se dire chez lui, tiens, aujourd'hui, je change. Et puis, il se met en route. Alors, c'est comme je dis. Chaque jeune, je veux dire. Hein. Logiquement, il y a ce qui est intrinsèque en nous, ce qui est en nous personnellement. C'est-à-dire que ce sont des valeurs surnaturelles que nous avons. C'est-à-dire que on parle à notre âme. Donc on n'est pas trop spirituel. C'est-à-dire qu'une des décisions peut venir d'abord de soi, pour dire je veux faire des avancées, je veux faire des efforts. Mais croyez-moi que quand on demande de faire des efforts, on dit bien de faire des efforts. Ça veut dire que sur le chemin, ça ne sera pas facile. Ah oui. C'est-à-dire que vous devez vous surdépasser, vous devez vous donner beaucoup plus de difficultés pour pouvoir atteindre le but que vous voulez arriver. C'est un choix. Chacun est libre de faire ce choix-là. Chacun est libre de décider. C'est le pouvoir de décision qu'on ne peut pas prendre. C'est comme quand quelqu'un va voter. C'est-à-dire que c'est un choix, c'est un pouvoir de décision que tu te donnes à toi. Tu te dis, je fais tel choix. Donc ça, c'est un choix. Donc il faut penser à cette réforme éducative pour pouvoir aider les personnes qui sont à la conquête des titres. Pourquoi la conquête des titres aujourd'hui? Au fait, ce n'est pas une conquête qui est née de manière naturelle. C'est quelque chose qui a été mis en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, nous les avons vues, pour ne pas citer les noms, pour ne pas citer, on a vu dans la vie politique de certains hommes en Afrique, ils se retrouvent professeurs, ils se retrouvent docteurs, ils se retrouvent PhD, ils se retrouvent. Et quand vous regardez le cursus, vous réalisez que c'est même pas eux qui ont mis en place ces thèses de mémoire, et ça leur apporte une forme de gloire, okay? Une forme de suprématie des personnes les plus intellectuelles du monde. Mais en réalité, quand vous voyez dans leur gestion, c'est des failles, c'est des choses qui ne ressemblent pas à ces titres-là. Et moi, je dirais tout simplement à la jeunesse de ne pas se fier aux titres. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces titres-là, c'est une forme de tromperie. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas des jeunes qui sont corps métiers. Les corps métiers, c'est par exemple les personnes qui ont suivi un métier, un cursus, et ont obtenu vraiment un diplôme adapté à ce qu'ils sont. Et ils sont spécialistes dans ça. L'Afrique est bourrée des généralistes. Ça, vous connaissez qu'on est tous des généralistes. Déjà par notre cursus académique et universitaire, on est toujours dans la généralité. On a très peu de spécialistes où des gens ont consenti 10 ans de leurs études pour apprendre un métier, ou même les yeux fermés, ils peuvent te décortiquer telle chose. On n'est vraiment pas formaté dans ce sens. Donc ce qui fait que tout le temps, quand ceux qui se sont attribués ces titres-là de manière légale, parce que ça a été signé, illégale consciemment, parce qu'ils savent de quelle manière ils ont pu avoir ces titres-là, pensent que leurs enfants doivent être leurs successeurs, c'est ça même
le nœud du problème. Parce que à l'idée de savoir qu'aujourd'hui, je sors d'une famille où j'ai été bénéficiaire d'un processus anormal, qu'est-ce que je fais par la suite? Je reste anormal. Parce que c'est le principe de base. Parce que pour moi, c'est mon sous-bassement. Mon sous-bassement est anormal, donc je reste dans la normalité. Mais si c'est quelqu'un qui vient de la normale, de quelque chose qui est normal, c'est-à-dire qui a été formaté, qui a été bâti sur des valeurs, qui a été bâti sur une forme de croissance avec objectif, cette personne-là aussi a tendance à garder cette ligne. Alors, ce que moi je dirais plutôt aux jeunes qui se sentent capables de pouvoir avancer, mais qui sont peut-être retenus par les mots, la situation de certains pays, la seule chose que je leur demanderais, au fait, c'est de développer un peu un sens beaucoup plus, comment dirais-je, regardant vis-à-vis de leur objectif. C'est-à-dire que, comment je fais pour atteindre mon objectif? Et puis, cet objectif ne doit pas seulement se limiter par, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, l'opulence, l'argent. Parce que c'est ça qui tire, au fait, les gens, la jeunesse consciente, vers une jeunesse vers une gestion déformée. C'est qu'on nous présente que, voilà, si vous passez par notre chemin, voici la gloire que vous aurez. Un raccourci. C'est tellement facile de la voir, vous allez la voir. Mais si vous empruntez votre chemin, ça va être difficile parce que... Et croyez-moi que c'est toujours une minorité qui impose une loi sur une majorité. Vous allez prendre des chiffres, vous allez vous rendre compte que c'est 20% de personnes, en fait, qui imposent à 80% de toute une nation, bien de tout un continent, un rythme de vie. Alors, à ces jeunes-là, nous les encourageons. En fait, l'objectif, c'est de les encourager aujourd'hui à pouvoir développer plus de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information est accessible partout. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, n'apportent pas que de la négativité. Il y a aussi le côté positif où on peut faire des recherches, devenir un freelanceur, boostage des pages, vente d'articles, création d'entreprises. Au fait, aujourd'hui, les mêmes compétences que les autres avaient et que nous, on n'avait pas accès il y a jadis 50 ans, 30 ans, aujourd'hui, nous pouvons les avoir. Oui, à vous entendre parler, l'accès à l'information par Internet serait une sorte des panacées, des solutions miracles, mais je ne sais pas, dans nos pays, ça pose déjà un problème d'autres problèmes matériels, de connectivité, mais en même temps de contenu, c'est-à-dire que Internet congolais, vous n'allez pas y trouver forcément des valeurs qui peuvent vous élever. Et donc, à partir de ces moments-là, on se demande bien, parfois certains parents s'inquiètent sur qu'est-ce que mes enfants vont trouver sur Internet. Bon, moi, je suis très d'accord avec vous dans ce sens-là, parce qu'il y a deux aspects. Je pense que dans mon nouveau ouvrage qui est donc l'Afrique doit se réveiller, j'ai épinglé cet aspect où j'ai présenté au fait ce que les réseaux sociaux ou bien Internet peut apporter de positif et comme ce que ça peut apporter de négatif. Ce qu'il faut retenir dans la gestion de ces plateformes, c'est que c'est nous qui mettons les éléments dans cette plateforme. Ces plateformes ne viennent pas avec des informations. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, s'il faut prendre le côté néfaste, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous qui publions. En fait, en réalité, c'est une plateforme qui est setup et c'est nous qui venons avec des photos, nous venons avec des messages. Et sauf que ces messages-là sont reliés sur la toile et ça atteint le monde. Et ça peut vous définir d'une manière. Et nos jeunes frères également, quand ils viennent dans ces plateformes, ils se contentent de voir ce que nous avons mis. Et en mettant ces genres d'informations dans les réseaux sociaux, ça devient viral. Une information, à 7 heures, c'est tout le pays qui est au courant. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu telle lettre qui est sortie de tel ministère, quelqu'un a pris la photo, a mis, a balancé, et ça peut créer une situation de crise dans une nation. C'est là où intervient même, en fait, le rôle principal de ces ministères-là, ceux qui ont la charge de gérer tout ce qui est numérique, tout ce qui est information, de pouvoir mettre en place des barrières de filtrage. Ce sont des choses qui existent, qui sont réelles, qui sont d'application dans notre pays.
Donc, ce n'est pas des choses... Mais en même temps, ça ne va pas aller à l'encontre de cette notion qu'offre Internet, cette forme de liberté. Bien sûr. Et donc, vous opposerez liberté à rétention. Non, mais c'est qu'il faut qu'on montre, même quand on parle de liberté, moi je sais que vous êtes de la presse, vous connaissez bien la notion de la liberté, mais la liberté va de pair aussi avec le contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être dans un continent africain où on a un respect de notre culture, en fait, pour ne pas vexer ceux qui sont contre la culture africaine, mais moi je suis un porteur de cette culture-là, moi j'aime cette culture-là, je pense que c'est la seule culture, au fait, qui fait que le monde existe encore aujourd'hui. C'est la seule culture aujourd'hui qui est encore une barrière à la dépravation des mœurs. Et donc moi je soutiens encore cette culture-là. Quand bien même on veut la détruire, mais moi je suis encore porteur de cette culture-là. Et donc je pense que la liberté peut être qualitative. Une liberté qualitative. Parce que vous n'allez pas me dire que la liberté extravertie, c'est la liberté dont nous avons besoin. Sinon, tout ce que nous sommes en train de dire ici tombera à l'eau. Nous avons besoin d'une liberté qualitative. Et quand on parle de liberté qualitative, il faut que nous soyons en mesure de pouvoir filtrer les informations qui sont dans nos plateformes. Et vous savez que ces informations peuvent... Que pensez-vous du modèle de la Chine en cette matière? Ah voilà. Bon, vous êtes même mieux informé que moi. Je réalise que vous êtes même mieux informé que moi. Vous savez, la Chine, c'est un pays qui a connu plusieurs révolutions. Plusieurs révolutions. Jusqu'à trouver le format idéal. Mais aujourd'hui, tout est filtré en Chine. Tout est filtré. Et pour ne pas que parler de la Chine, d'autres pays au monde ont emboîté le pas. Ils filtrent tout. Mais pourtant, la liberté existe. Donc, c'est une liberté qualitative qui les aide à atteindre leurs objectifs. Je pense que nous devons adopter ça. Ce n'est pas des choses qui n'existent pas, mais ça existe réellement. Et la question, c'est que pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas les appliquer? Mais on dirait que vous serez séduit par l'idée d'une dictature positive en politique. Non, je ne parlerai pas de dictature, mais je parlerai plutôt de la sévérité. Il y a une différence entre être sévère, le respect des lois, et être dictateur. Rigueur. Voilà, la rigueur. Je parlerai plutôt de la rigueur. Ce qui manque en Afrique, c'est la rigueur. Nous ne sommes pas rigoureux. Je vous assure que si nous étions rigoureux, croyez-moi que l'élan est pris pour faire changer des choses. Quand même, je prends juste le cas de la RDC. Les gens disent non, la situation est difficile. En réalité, il nous manque juste de rigueur. En réalité, il nous manque... Le jour qu'on arrive à appliquer la rigueur, sans trop faire d'efforts, sans trop parler des budgets extravertis comme je les entends, pour pouvoir apporter certains changements sur les choses de l'État, il y a des budgets extraordinaires que l'État dépense, alors que quand tu regardes le mal du problème, c'est un problème de rigueur, tu te dis, ces fonds-là pouvaient nous servir de construire des routes pour créer la navigation dans le pays, ces fonds-là pouvaient nous servir de pouvoir reformer le secteur éducatif, ces fonds-là pouvaient nous servir de pouvoir reformer le secteur de l'agriculture. Il y a plusieurs secteurs qu'on pouvait reformer, mais qu'on affecte des budgets qui sont sujets peut-être entre guillemets de disparition ou on ne sait pas, alors qu'il était question des rigueurs. Donc je pense qu'il y a un problème des rigueurs, c'est pas la dictature. Et bon, en vous entendant parler, je crois que vous croyez aussi qu'il s'agit d'une rigueur, par exemple aujourd'hui, avec des régimes considérés comme forts dans des pays africains où, pour une fois, enfin pas pour une fois, il y a eu quand même des jeunes, mais c'est quand même des chefs d'État ou des hommes forts relativement jeunes qui sont arrivés au pouvoir de manière inhabituelle. Là, je parle du Mali, je parle du Burkina Faso. Où le Burkina Faso, on sent qu'il y a une main militaire forte qui veut faire les choses contraires aux pratiques habituelles. Il n'est pas sans me rappeler un autre qui était dans ce même pays. Oui, je vois un peu de qui vous parlez. Donc, en fait, en réalité, dans mon livre, l'Afrique doit se réveiller, oui, qui existe déjà même avant toutes ces formes de révolution,
Je parle de ce changement de l'Afrique qui va naître, mais je n'ai pas évoqué les aspects, la manière dont ils sont arrivés, parce que je pense que la manière dont ils sont arrivés, pour moi, c'est une manière assez propre. Mais je parle plutôt des jeunes ayant des compétences, ayant des capacités, l'énergie et le courage d'affronter certaines réalités pour pouvoir apporter certains changements. Je vais revenir à l'idée de la Chine. Il y a eu un certain Mao Tse-tung qui s'est réveillé un bon matin, qui a dit « je veux faire face à toutes les réalités existentielles pour le bien des Chinois ». Au début, les Chinois pensaient que c'était une mauvaise chose. Mais il s'est rallié de certaines personnes qui ont compris son idée derrière et ils ont transformé tout un pays. Et aujourd'hui, les Chinois bénéficient de ces valeurs-là. Le peuple chinois, c'est un peuple qui est respecté de nos jours, partout où il passe. Oui, on est en train de voir, et ça c'est un peu leur soft power. Par exemple, pour ce qui concerne tout ce qui est compétition sportive, les Chinois mettent un point d'honneur d'être le plus performant. Et là, avec les Jeux Olympiques... Vous avez vu, oui, les statistiques des Chinois. En fait, ils donnent des messages au monde. Et aujourd'hui, entre les lignes, on sait que la Chine, c'est la première puissance. Voilà. En fait, c'est ça, en fait, ce qui devait tirer notre attention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se dire, oui, mais on reproche quoi à cette jeunesse-là à un moment donné? Mao avait pris les choses en main. Le Burkina Faso, le Mali également, ils ont décidé de procéder de leur manière à eux pour arriver et imposer une forme de transition, de changement adapté à la nouvelle génération. Et moi, je les écoute souvent parler. J'écoute un peu leur façon de voir les choses. À plus forte raison des nations comme des pays où il y a un système de transition de politique assez élaboré comme en RDC, où un président, après son exercice de pouvoir, peut faire une passation de pouvoir à un autre. À plus forte raison, une nation comme ça qui déciderait aujourd'hui de pouvoir classer, d'accord, des jeunes ayant des compétences comme nous l'avons défini dans toutes ces formes et avoir une vision d'atteinte d'objectifs. Croyez-moi, qu'on sera largement plus mieux que le Burkina Faso ou le Mali de demain. Louis-Del Lebou, je voudrais terminer cet entretien par un extrait de votre livre, mais en fait ce serait même au niveau du leadership, la promotion du leadership africain. Vous écrivez à la page 11 de ce livre, aussi, force est de reconnaître que s'il y a un continent où l'on ne peut pas se permettre de tolérer et de promouvoir l'incompétence et la médiocrité dans la conduite des institutions, qu'elles soient nationales ou internationales, c'est bien l'Afrique. Ce continent accuse un retard technologique et industriel croissant par rapport aux autres parties du monde. Il y a une forme de contraste. Je ne sais pas à partir de quel moment est-ce que vous gardez quand même foi en l'avenir de l'Afrique, en l'avenir de la jeunesse de l'Afrique, pour terminer. D'accord, merci. Alors, comme vous pouvez constater, c'est mon tout premier livre que j'ai publié en 2021. Ça. Vous lisez en 2021, mon tout premier. Vous allez voir que de 2021, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, on a eu pratiquement une croissance de 4 ans qui a évolué avec toutes les révolutions que vous avez constatées dans d'autres pays africains. Mais cela ne nous met pas toujours à l'abri. Parce qu'on accuse réellement ce retard-là. Il faut l'accepter. Mais je pense que le temps est donné. Vous allez constater ça même dans la plupart des pays africains aujourd'hui. Ils en mettent un peu plus d'accent sur le dynamisme, le temps, l'énergie, la compétence et le sens de l'engagement. Il n'y a que dans les chefs de la jeunesse que vous pouvez trouver ces compétences-là. Les temps, l'énergie, le sens de l'engagement et la compétence. Parce que la jeunesse a plus de 60% de place aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire que dans les 60%, vous trouverez ces compétences-là que chez les jeunes. Et donc, il ne faut pas, surtout,
empêcher cette génération-là d'être des vrais leaders. Il faut leur donner la capacité de pouvoir se développer. Premièrement, en faisant quoi? C'est d'abandonner toute cette politique en termes de culte de personnalité, les Djalelo. Ça, c'est le leitmotiv qui tue l'Afrique. J'ai dit Djalelo, bon, mais je vais dire un terme un peu plus international parce que je pense que c'est tout le monde qui suit notre émission, mais c'est une forme de culte de personnalité. Parce que dit culte de personnalité, il dit une personne qui se limite en termes de croissance, même dans le mental. Quand vous basez votre vie sur le culte de personnalité, c'est-à-dire que vous ne serez jamais supérieur, vous ne pouvez jamais apporter quelque chose de plus à cette personne-là, surtout si cette personne-là est bornée vis-à-vis de sa vision. Il faut donner la liberté de ces jeunes-là de s'exprimer, de proposer, de faire des choix. Et il faut les former. Pour les anciens qui sont jeunes d'esprit, ayez la peine de faire le partage des idées, le partage des informations. Ça va permettre à ce que cette jeunesse-là qui arrive avec des idées nouvelles, avec l'expérience que vous avez, que vous allez les apporter sur la table, ils vont être des jeunes accomplis. Et croyez-moi que leur force, leur dynamisme, leur énergie, leurs compétences, leur sens d'engagement va faire évoluer les choses. On ne va pas tarder sur les réalisations. Merci beaucoup. Merci Ludel Lebou d'avoir répondu à notre invitation. C'est un réel plaisir pour moi. Je vous remercie également de m'avoir reçu. En tout cas, nous voudrons profiter de ces thèmes pour souhaiter quand même un bon mandat, c'est pas tard, à Constant Moutamba, à sa manière, qui représente aussi cette fraîcheur dans la gestion de la chose publique. Fasse Dieu qu'il aille plus loin. Exact. Au revoir.